Bien, bonjour tout le monde. Merci, Monsieur le Président, chers amis. Bonjour Rachid depuis Niamey. Euh, Ma présentation ne va pas contenir beaucoup de courbes de chiffres, ça va surtout être un témoignage par rapport à cette action de coopération qui a été menée entre mon CHU et l'ONG française Chirurgie Solidaire dans le cadre de la formation et de l'ouverture de la mise sur place d'une unité de chirurgie laparoscopique à l'hôpital de Djamena. Alors, contextuellement, le Tchad, c'est en Afrique centrale, sous la Libye. Euh, c'est un grand pays, deux fois et demi, presque trois fois la France, 17 millions d'habitants. Et le centre hospitalier où j'exerce, c'est l'hôpital général de référence national qui est devenu un CHU en 2018. C'était le tout premier hôpital du Tchad, construit entre 1958 et 62. Le Tchad est très particulier parce que, à cause des événements sociopolitiques qu'il y a eu dans les années 70, nous avons eu un grand déficit en ressources humaines et les formations, notamment universitaires et spécialisées, ont pris un grand retard par rapport à tous les autres pays d'Afrique francophone. Et la fac de médecine a été créée en 1990 et les spécialisations ont commencé à se faire localement seulement en 2012. Et donc, il y a eu un retard dans l'implantation de toutes les spécialités médicales et chirurgicales. En ce qui concerne la laparoscopie, tous les pays de la sous-région l'ont initié bien avant nous. Cameroun, Sénégal, entre 1992 et 2004 jusqu'au Niger. Et puis, personnellement, j'ai été formé en Italie entre 1987 et les années 2000. Donc, médecine générale, spécialisation, notamment, j'ai vu naître la paroscopie dans mon service de formation. Et quand je suis reparti au Tchad, j'étais apte, j'opérais, mais je suis resté 7 ans sans faire aucune intervention en ce lieu. Parce que quand on proposait la cellule, on nous disait non, mais c'est une chirurgie qui n'est pas adaptée à l'Afrique. Donc, du coup, dans mon hôpital, on a pu acheter la colonne de Sulio qu'en 2012, fin 2012. Et puis, nous l'avons mise en fonction, surtout à but de diagnostic, parce qu'entre-temps, j'avais perdu la main. J'ai dû faire quelques formations, une semaine à Milan, une autre semaine à Parme, une semaine à Strasbourg, etc. Et nous l'avons donc, on a pu la mettre en fonction. Mais le gros problème, c'était qu'il n'y avait pas d'équipe. Il n'y avait pas d'équipe. Et donc, quand j'allais dans les congrès, je discutais un peu avec mes confrères, comment ça se faisait ailleurs, etc. Et puis, une fois, mon collègue gastro-entérologue qui connaissait très bien ce problème était venu au congrès de gastro, au congrès francophone de gastro, où il a rencontré le président de l'association de l'ONG Chirurgie Solidaire, auquel il a exposé le problème et lui a dit, écoutez, nous avons fait des formations par compagnonnage, au Mali notamment, dites à votre ami chirurgien de nous contacter. Et c'est ce que j'ai fait au congrès successif de l'AFC. Et donc, nous avons compris un peu leur philosophie et qui était celui de former en équipe le chirurgien, l'anesthésiste et les infirmiers. Dans notre situation, c'était et voilà, les infirmiers. C'est particulier parce que nous avions dans notre hôpital que deux spécialistes en anesthésie-réanimation, beaucoup d'IAD et, et donc c'était important de former aussi les anesthésistes. Entre-temps, nous avons ouvert également un 2S de chirurgie générale avec la recommandation de placer les 2S de quatrième année en France pour faire un séjour de 6 mois dans un service dédié et à la laparoscopie. Donc, nous avons eu 4 missions de formation de chirurgie solidaire et une formation par compagnonnage. Donc, les chirurgiens forment les chirurgiens, le cadre IBOD forme l'équipe infirmière, l'anesthésiste forme les infirmiers, forme les anesthésistes. Donc, nous avons des discussions des cas en staff, notamment on échange des opinions, etc. Et au cours de ces 4 missions, comme vous pouvez le voir sur ces images,
Initialement, le chirurgien euh, accompagne, opère avec les gens les membres de notre équipe qui ont déjà une connaissance basique. Et vers la fin de la semaine, quand la manualité est déjà bien acceptable, le chirurgien de chirurgie solidaire surveille, conseille, critique l'équipe des opérateurs jusqu'à ce qu'au bout d'un certain nombre de missions, ils deviennent autonomes. Et actuellement, ce sont nos équipes qui opèrent seules, qui ont été formées par Chirurgie Solidaire. Ici, c'est des images qui font voir la cadre IBOD qui encadre nos infirmiers, qui sont généralement des infirmiers diplômés d'État, non nécessairement IBOD, mais qui sont formés à la tâche. Et quand voilà, la partie de l'instrumentation et tout ça est terminée, la cadre IBOD enseigne également le fonctionnement, la manutention à l'équipe infirmière. Donc, ça s'est toujours passé comme ça. Donc, comme je le disais, il n'y a pas de grands chiffres, mais actuellement, notre équipe a élargi la formation à nos collègues gynécologues qui amènent également des patients dans notre service et qui opèrent avec notre équipe. Il y a une demande croissante de chirurgie laparoscopique parce que la population a constaté qu'il y a des avantages, les avantages que nous connaissons en termes de séjour hospitalier, de complications, de gestion de la douleur. Et c'est important dans notre contexte parce que les dépenses sont à peu près à 60% à charge des familles. Donc, actuellement, nous avons pu avoir une nouvelle colonne de laparoscopie. Nous avons également 3 laparotraîneurs pour pouvoir perpétuer l'activité pour les résidents. Et nous avons un hôpital, un autre CHU à Djamena, qui a une colonne qui avait commencé à être utilisée, mais qui s'est arrêtée. Et il y a un besoin de formation là aussi. Donc, nous prévoyons de nous y rendre avec l'équipe de chirurgie solidaire à partir dans une quinzaine de jours pour pouvoir créer là aussi une unité de laparoscopie. Bon, beaucoup de fois, quand on parle de ces thèmes, on nous demande toujours est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est une priorité pour le système de santé du Tchad de parler de laparoscopie dans un pays où tout est prioritaire. Dans mon service, on fait plus de 60% de notre activité en urgence. Certaines fois, c'est des urgences qui se font sans même qu'on puisse disponibiliser du minimum du panier de soins. Et alors, est-ce que la laparoscopie est une priorité? Bon, il faut quand même savoir que les choses vont toujours à plusieurs vitesses. Nous sommes dans un CHU, nous avons 4 CHU. Ce sont des hôpitaux de troisième, quatrième niveau pour notre contexte aussi. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'indications en chirurgie générale comme en chirurgie gynécologique. Et il y a les avantages que tout le monde reconnaît et que il y a 35 ans, ici aussi, on se posait les mêmes questions. Et c'est une réalité chez nous qui est rejointe également par le fait qu'il y a, vous savez, la résistance antimicrobienne qui est universellement reconnu, c'est un problème d'ordre mondial qui est très ressenti chez nous parce que ça nous coûte extrêmement cher, ça appauvrit les familles. Donc, s'il y a une possibilité de traitement chirurgical qui puisse contenir tous ces faits, c'est légitime et c'est bien aussi qu'on y pense et qu'on approfondisse cette réflexion-là. Donc, dans le cadre de la francophonie, on constate quand même qu'il y a cette fracture technologique au moment où ici tout le monde est en train de parler de robotique. N'oublions pas qu'il y a 25 ans, à Djamena, c'était impossible d'avoir un article du journal de chirurgie sorti le mois passé, ou bien de l'American Journal of Surgery. Maintenant, c'est possible parce qu'il y a eu une mutualisation, une coopération accrue, un fait de se tenir par la main qui a fait que
beaucoup de centres qui publient ont pu mettre à disposition gratuitement pour les pays à revenus très faibles les publications même du jour, les meilleures revues. Ce qui fait que dans la recherche, dans la lecture, on n'a pas, on peut ne pas prendre de retard même si on travaille au fin fond du Sahara, grâce à l'initiative Hinari. Bravo. Donc, je vous remercie sur ce et merci beaucoup. Cette dernière phrase est très importante. Vous pouvez participer, quel que soit le niveau de développement, à la recherche. Et c'est fondamental. Merci beaucoup, chers collègues et chers amis. Je donne tout de suite la parole à monsieur le doyen de la faculté de médecine de Rabat. C'est l'occasion peut-être de saluer le Maroc. Vous savez que notre président de la République et plusieurs de ses ministres, dont le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Patrick Hetzel, qui nous accueille ici, est actuellement en visite officielle de la France au Maroc. Donc, à plusieurs titres, hein, chers collègues, merci de ta présence pour nous parler finalement d'un sujet qui est très académique en fait, c'est la défense de l'éthique médicale dans la formation des chirurgiens.